Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue sur France 3 Corse via Style. Je suis très heureux de vous accueillir pendant le 20h. Depuis quelques jours, loin des agitations liées au burkini, au déhanché de Rihanna et à la communication estivale en maillot de bain du politique insulaire Jean-François Baccaril, un mot agite la toile et les réseaux sociaux. Et ce mot, c'est frontière. Et c'est évidemment beaucoup plus sérieux. S'il fut un temps synonyme d'espoir avec JFK et son fameux discours sur les nouvelles frontières, ce mot est aujourd'hui souvent associé à la crise des migrants, à Schengen et au Front National. Justement, sur la crise des migrants, cette terrible crise humaine, la revue géopolitique Culture et Conflits y consacre un numéro spécial. On y apprend que la Méditerranée est devenue la route migratoire la plus meurtrière du monde. Selon l'ONU, 9500 hommes, femmes et enfants sont morts en tentant de rejoindre l'Europe depuis 2014. Nous sommes les innombrables redoublés. À chaque case d'échiquier, nous pavons de squelettes votre mère pour marcher dessus. Ces mots de l'écrivain Henri De Luca sont bien plus forts que les discours compatissants et inefficaces des chefs d'État européens. La crise des migrants toujours vive montre également que la barbarie des réseaux de passeurs mafieux n'a pas de frontières et que la politique, elle, a des limites. C'est le moment de notre sommaire. Il est l'un des spécialistes insulaires de Napoléon Bonaparte. Philippe Perfettine est l'invité événement du 20h. Dans une société de plus en plus connectée, le libraire va-t-il disparaître ? C'est notre débat du soir avec Marie-Jo Harig et Sébastien Pisani. Sera-t-il un jour un membre influent des Expendables ? Rien n'est moins sûr. Ce qui est certain, c'est qu'il est le spécialiste de la période napoléonienne au Palais Fèche à Ajaccio. Philippe Perfettine est mon invité. Un membre des Expendables ? Oui, affirmé. Assurément ? Oui. Bonsoir, mon cher Philippe. Bonsoir Philippe. Ce soir, à 20h45, demain, à 20h45, vendredi, sur notre chaîne, est diffusé le documentaire Bonaparte Côté Noir, réalisé par Dominique Maestrati. La période napoléonienne est l'un de vos champs d'investigation, de vos champs de recherche. Peut-on dire que Bonaparte a basculé du côté obscur de la force pour devenir Napoléon ? Oui. Oui. Tout le monde, enfin presque tout le monde aime Bonaparte. Tout le monde n'aime pas Napoléon, du tout. Il y a effectivement des travers liés à l'autoritarisme pour ce qui touche la politique intérieure et liés à la guerre pour l'expansion territoriale qui font que Napoléon devient très très sombre à une certaine période de sa vie et surtout sur les dernières guerres où il y a des levées en masse. Ça, c'est indiscutable. Vous avez consacré un ouvrage qui est sorti il y a quelque temps aux éditions Albiane. L'ouvrage s'intitule Guide Napoléon. Ce qui est intéressant, c'est que vous nous proposez une sorte de promenade impériale dans la cité d'Ajaccio. Vous trouvez qu'il y avait un manque, en tout cas auparavant, peut-être moins aujourd'hui, vous allez me le dire, n'est-ce pas ? Un manque auparavant sur la politique de mise en valeur du patrimoine napoléonien ? Oui et non. Non, parce qu'il y a toujours eu des choses. Mal faite ? Non, pas mal faite, non. Je ne me permettrai pas de porter un jugement pareil. Mais des choses éparses et pas une politique de fédération des actions et des acteurs pour avoir des événements d'envergure et surtout avec une portée de développement économique, parce que c'est là l'objectif. Mais on a le sentiment, alors je le dis peut-être très naïvement Philippe, on a le sentiment qu'on a un problème avec la mémoire autour de Napoléon Bonaparte. Par exemple, par rapport à Pascal Paoli, où on a le sentiment que les insulaires se l'approprient plus. Ce n'est pas le cas avec Napoléon. Je crois qu'on a un problème avec la mémoire tout court. Le territoire français dans sa globalité. Maintenant, pour ce qui concerne Napoléon, c'est vrai que historiquement, il a été, au niveau de l'histoire insulaire, il a été victime du sursaut culturel des années 70, qui a choisi Paoli comme figure totémique, dont Napoléon est faussement le contraire. Donc il a été mis au rebut, Paoli le gentil, Napoléon le méchant. Et aujourd'hui, on y revient, puis on y revient très vite. On en revient, très vite. C'est un cheminement personnel pour vous. Alors, vous êtes, je l'ai dit, spécialiste de la période napoléonienne. Vous travaillez aussi au Palais Fèche. Vous travaillez sur la collection
de la période napoléonienne. Et pas seulement, au sein de la ville d'Ajaccio, vous essayez de valoriser cette question-là. Oui, parce que j'ai été nommé... C'est un énorme défi, c'est ça? Oui. Ah bah oui, énorme, en effet, c'est le mot. J'ai été nommé au mois d'octobre dernier auprès du député maire de la ville pour mettre en place la politique napoléonienne d'Ajaccio autour de projets dédiés au développement économique, aux activités socio-éducatives et à l'aménagement urbain autour de Napoléon. Qu'est-ce qu'on va apprendre encore de nouveau? Il y a de l'apprentissage, il y a une meilleure connaissance de cette période-là. Il y a à essayer, Philippe, que l'on n'ait pas ce rapport délicat, difficile, ambigu avec Napoléon. C'est tout cela, vos missions? Oui, il n'y a pas à avoir de rapport difficile, parce que malheureusement, là aussi, c'est un problème avec l'histoire. Quand on prend les méthodes traditionnelles d'apprentissage de l'histoire napoléonienne, on a l'impression que sa vie commence en 1793, c'est-à-dire quand il s'en va de Corse. Alors que non. Quand il s'en va ou quand il fut chassé de Corse? Chassé de Corse, pardon. Alors que non, il est né en 1769, il a 24 ans quand il quitte le sol de Corse, il meurt à 51. Il y a presque la moitié de sa vie qui est dédiée à des objectifs insulaires. Et ça, on n'en parle jamais, alors que c'est la période où il se forme intellectuellement et où il va connaître quelques-uns des pires épisodes de sa vie et où il va commencer à rebondir pour devenir le général Bonaparte et puis l'empereur par la suite. C'est une période qui est fascinante et c'est celle-là qu'il faut que la Corse s'approprie absolument. Vous préférez Bonaparte ou Napoléon? Bonaparte. Pourquoi? Parce que c'est un héros. C'est un héros, c'est le rêve américain avant l'heure. C'est Chateaubriand qui l'a écrit, que l'année où George Washington meurt, Bonaparte devient premier consul. L'homme du 19e, qui succède à l'homme du 18e. Et quelle trajectoire que celle de Bonaparte, le petit enfant d'Ajaccio, qui a des objectifs insulaires. Voilà, il va être chef de garnison ici. Ça se passe très mal, catastrophe. Un migrant, il passe en bateau avec sa famille pour aller sur le continent, une main devant, une main derrière. Et la même année, il rebondit, c'est le siège de Toulon, et après c'est l'engrenage de la réussite. Contrairement à ce que l'on peut penser, il a tissé un lien fort avec les insulaires. On a souvent dit que, par comparaison, que c'était Napoléon III qui avait beaucoup fait, notamment pour Ajaccio et pour la Corse. Mais Napoléon Bonaparte aussi, Philippe Perfettine? C'est Napoléon Ier, et Bonaparte, qui commence le grand chantier, en tout cas pour Ajaccio. Il y a un plan de développement pour l'intégralité de la Corse. Maintenant, le temps court du consulat et de l'Empire, c'est 15 ans. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps de mener les projets à bien, et Napoléon III va les terminer. L'iconographie autour de Napoléon, elle est essentielle dans son cheminement personnel et aussi dans la représentation de l'empereur. Il a su, avant les autres, comprendre cette partie-là? Pas avant les autres, parce que les souverains qui l'ont précédé ou les souverains contemporains le font aussi. Maintenant, c'est le premier à dompter, à savoir ce qu'il doit faire de cette image. Ce n'est pas une image de droit divin, mais c'est lui qui construit cette propre divinité. Effectivement, le terme d'icône, là, prend tout son sens. Il ne naît pas de droit divin, c'est lui, il s'approprie son immortalité par l'image, par la communication, puis après à Sainte-Hélène, ça c'est encore autre chose. On va parler avec Inès Moratti dans quelques instants de l'image qu'a véhiculée Napoléon. Personnellement, Philippe Perfettine, vraiment, honnêtement, qu'est-ce qui vous séduit vraiment, je le sais, chez ce personnage hors norme? Alors il y a une chose vraiment, c'est sa faculté de rebond. À chaque fois qu'il y a une catastrophe, il croit en lui. Il croit en lui, il croit en son étoile. Il y a plusieurs biographes qui relatent l'histoire de Napoléon qui voit son étoile jusqu'à Waterloo. Après, il ne la voit plus. Mais ça, d'y croire sans cesse et de tout mettre au service de ses objectifs. Même le côté obscur. Bonaparte, côté noir, réalisé par Dominique Maestrati. C'est demain à 20h35 sur notre chaîne. Votre ouvrage, toujours aux éditions Albiane, Guide Napoléon, promenade
impérial dans les rues d'Ajaccio. C'est en vente chez tout bon libraire et j'ai l'habitude de le dire, il en reste encore des bons libraires. Merci beaucoup, cher Philippe, Merci d'avoir à vous, accepté Philippe. notre invitation et à très vite, J'espère. certainement. J'espère. Décrypter l'actu, les tendances, la vérification par les faits, c'est avec Inès Moratti. Salut Inès. Il va être, je l'ai dit, de nouveau question avec toi de Napoléon Bonaparte et tu vas t'intéresser à sa facette d'empereur, immense empereur de la com. C'est ça, en fait. Philippe Napoléon, c'est un style qui en dit long. En fait, déjà, son bicorne, au lieu de le porter en colonne, il affiche en bataille les ailes parallèles aux épaules. Du coup, on ne voit plus que lui, celui qui sait se défaire des codes pour mieux marquer les esprits. De la même façon, si l'on retrouve des pièces austères dans le dressing de ses débuts, ce n'est pas un hasard. En fait, Napoléon va y apparaître ainsi devant ses troupes pour donner de lui l'image d'un chef accessible. Oui, un chef accessible. C'est une méthode d'ailleurs adoptée, Inès, par une multitude de grands patrons actuels anti-bling-bling. Oui, c'est ça, crise oblige, Ouais. il est désormais de bon ton d'éviter l'ostentation. Même François Hollande, souviens-toi, s'était attaché à soigner son image de président normal lors de son accession à l'Élysée. Oui, bon alors soyons honnêtes, hein. Pas Oui. avec le même charisme, pas avec la même réussite, quoiqu'il reste encore quelques mois avant le premier tour des présidentielles, et surtout pas avec le même style. Bah alors Philippe, on avait dit pas les vêtements, Oui, c'est sinon ça, on oui, reparle de d'accord. tes cravates à tout moment. Alors revenons à Ils sont Napoléon. bien, d'accord. Super. Ouais. Oui, tu veux revenir Alors, à Napoléon. tu as revenons à raison. Napoléon, c'est mieux. Alors, son charisme, le sien, reposait sur une symbolique dépouillée. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la tendance norme-corps, un non-style en vogue poussé à l'extrême. Et puis il avait compris cette façon si particulière d'user de la communication politique, Napoléon, parce que c'était ça. Philippe Erfettine nous l'a dit au départ, c'était l'un des maîtres de la com politique, hein, vraiment. Hein. C'est ça, il dictera parfois directement des articles de Ouais, propagande. c'est incroyable. C'est ça, on n'est jamais si bien servi par soi-même, en privilégiant le moniteur. D'ailleurs, Metternich, ministre des Affaires étrangères autrichienne, avait bien saisi que cette volonté de créer un rapport immédiat avec le peuple avait de l'avenir. Du coup, c'est une stratégie largement reprise par nos politiques actuels qui ne se privent pas de tweeter à tout va. D'ailleurs, en parlant de Twitter, je suis sur Twitter, comme Ah tu le sais. bon, très bien. Je ne te je, suis pas encore. je crois avoir vu que Napoléon était présent sur Twitter. Mais c'est ça, rassure-toi, tu ne rêves pas. Ah, On peut d'accord. bien suivre le quotidien de son pote Napo sur les réseaux sociaux. C'est ça, une version Ouais. 2.0, disons, plutôt off. Ouais. Napoléon, empereur de la communication, c'était ta séquence, C'est ça. Inès. À très vite, À très évidemment, vite. sur ce plateau, pour continuer à décortiquer, à décrypter les tendances sur les réseaux sociaux, notamment. Exactement. Le débat du soir de votre pendant le 20h. 8 librairies en Corse, c'est vraiment peu par mesure de comparaison. Il y en a 250 en Bretagne et elles sont indépendantes. Dans une société connectée, le libraire va-t-il disparaître? Nous en parlons avec Sébastien Pisane et Marie Jouarig, nos deux journalistes. J'aime bien donner ce chiffre pour comparer. Bonsoir à vous deux. Alors oui, dans une société connectée, le libraire va-t-il disparaître? Elle est terrible cette question parce que nous aimons tous les trois les livres. Qui est coupable, les amis? Coupable, la Fnac, Cultura, d'avoir vidé de leur librairie, les clients coupables, les multinationales américaines, les horribles multinationales américaines comme Amazon et Big Apple, révolution numérique, Big Bang culturel. Sébastien, le libraire va-t-il disparaître? On voit que vous aimez les films d'horreur. Hein. Vous aimez vous faire peur. Oui, il va disparaître. S'il n'évolue pas. Bien qu'il faille quand même être assez raisonnable sur le sujet. On voit effectivement qu'il y a tout un tas de librairies qui ferment, et notamment en Corse ces dernières années, on a connu de nombreuses fermetures à Ajaccio, à Bastia. Il y a malheureusement Récemment. une fermeture. Ça fait toujours extrêmement mal au cœur. Alors, dans ce débat, on va être clair, hein, on milite tous évidemment, pour la place du libraire. Mais simplement, moi, je sais que ces gens-là font un métier excessivement difficile, mais il va falloir nécessairement qu'ils évoluent, parce que notre société évolue, et que vous l'avez très très bien décrit. On a là des opérateurs
assez ancien. Les grandes surfaces qui sont déjà maintenant depuis 30 ans très présentes sur le marché du livre, il y a cette révolution numérique. Bon ben voilà, il y a une série d'évolutions que forcément nos libraires doivent prendre en compte. Et je suis assez optimiste, on en parlera peut-être tout à l'heure. Optimiste, Marie-Jo ? Oui, c'est vrai que le danger est énorme. Vous avez fait un état des lieux qui n'est pas réjouissant. Il y a aussi les grandes surfaces alimentaires, on les a oubliées. Il y a aussi la concurrence du livre numérique gratuit. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas évident parce que la gratuité est toujours séduisante forcément. Ouais. Donc c'est vrai que enfin, ils ont en tout cas un combat à mener, ça c'est une évidence. Et il se trouve qu'en Bretagne, puisque vous en parliez tout à l'heure, de nombreuses librairies ont un tout petit peu diversifié leur offre, c'est-à-dire qu'elles sont des librairies à part entière, mais elles ont aussi un petit lieu de convivialité, un petit café. Ça, je vois ce que vous voulez dire. Alors on va donc transformer nos libraires en café. Alors, c'est exactement, sympa. Pourquoi pas bon, c'est sympa, on aime bien le café. Le thé, si vous voulez. C'est une piste, mais je crois quand même que le libraire doit avant tout évoluer dans ce qui est son cœur de métier. Le libraire, il est quand même déjà très très occupé, entre le fait de s'occuper dans ses rayonnages, d'être à la caisse, de conseiller. Puis en plus, on va donc lui faire. Je sais que c'est très difficile parce qu'on a des amis effectivement qui voulaient faire ce genre de choses. C'est pas évident, ce n'est pas la même TVA. Il y a tout un tas de choses qui sont compliquées. Mais quand même, ça attire des gens dans la librairie. Et il se trouve que, justement, le mercredi après-midi, par exemple, c'est vrai que les librairies qui ont ce genre de propositions en plus attirent les enfants. Les enfants, c'est quand même les lecteurs de demain. C'est pas désagréable quand même d'arriver à les mettre autour d'un bord d'un chocolat, puis ensuite à feuilleter les livres. Attention avec les mains propres, parce que les livres, c'est fragile. Sébastien, pour aller dans le sens de Marie-Jo, pour étayer ce que vient de dire Marie-Jo, j'ai un chiffre, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Un chiffre comptable. C'est terrible de parler de comptabilité quand on parle de livres. Bah non, mais c'est une réalité. Mais pour qu'on comprenne bien les difficultés qu'ont les libraires et les librairies, la rentabilité de la librairie physique est l'une des plus faibles de l'ensemble des commerces de détail. Elle représente 1,4% du chiffre d'affaires en moyenne. Rentabilité qui n'a jamais été exceptionnelle, malheureusement, pour nos amis les libraires. Maintenant aussi, ils prennent de plein fouet tout un tas de facteurs qui affectent le commerce indépendant d'une manière générale. Les bails, la location dans les centres-villes, c'est de plus en plus cher. Ça aussi, c'est une vraie donnée, qui compte. Donc, c'est évident. Bon, on le voit, ces fermetures répondent à des logiques malheureusement économiques terribles de fond. Raison pour laquelle, encore une fois, il faut une vraie évolution de nos libraires. Moi, je voulais juste insister sur un point. Alors, d'accord, sympa, le goûter, le café, pourquoi pas, allez. Oui. Mais n'oublions pas, donc, je disais, le cœur de métier du libraire, et notamment un chantier qui est celui en ce moment du syndicat national de la librairie. La gestion de la relation client, c'est un peu barbare. Il y a des gens qui font ça très bien, malheureusement, diront certains. Ce sont notamment les opérateurs Internet. Vous savez, quand vous allez sur Internet, vous laissez tout un tas d'informations sur vous-même. Puis, au gré de vos achats, en plus, vous indiquez donc à l'opérateur quels sont vos goûts. Raison pour laquelle, car Philippe, je sais que sans doute vous y êtes un peu adonné, vous recevez de temps en temps des alertes sur certains types de... Pas faux. Le libraire a tout à fait désormais la possibilité d'utiliser ce type d'outils qu'il fait d'ailleurs de manière un petit peu générale, empirique, tout simplement parce qu'il connaît bien ses clients, sauf que maintenant il existe des logiciels et il y a des exemples, des expérimentations qui sont menées dans certaines librairies indépendantes, des logiciels qui sont, vous savez, reliés à la caisse, et en fait, comme ça, le libraire sait de façon encore plus précise toutes les habitudes de ses clients. Il y a des promotions qui sont envoyées. Juste cette parenthèse, parce que finalement on se rend compte que le libraire indépendant, c'est peut-être pas tout à fait de la science-fiction, peut utiliser des techniques qui sont celles justement du numérique, des nouvelles technologies. Il ne faut pas tout opposer. Alors ça veut dire que vous ne niez pas, ou peut-être Marie-Jo vous le faites, la librairie et la place du libraire. C'est ça l'idée, c'est que l'un peut aller sans l'autre ou pas ? C'est-à-dire que moi, je pense que dans une vraie librairie, il y a une librairie indépendante, le libraire est quand même un conseiller. C'est surtout l'inverse. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que quand on n'est pas dans une librairie, est-ce que les libraires existent ? Si vous allez justement, voilà, c'est ça. Les grands magasins... Tout à l'heure, je vous parlais effectivement des grandes surfaces alimentaires. Et c'est vrai que ces grandes surfaces alimentaires, le rayon librairie, il est géré par, en général, le grand rayon bazar. Ouais. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui s'occupe des casseroles. C'est le nom du rayon. C'est ça, c'est comme ça. C'est bazar. C'est-à-dire qu'il a la responsabilité des éponges, des casseroles et des livres. Alors parfois, vous tombez sur des gens qui sont des amoureux des livres et qui tiennent un rayon magnifique. C'est le cas dans certaines grandes surfaces d'Ajaccio. Et parfois, vous tombez sur quelqu'un qui n'a vraiment aucun intérêt pour ce produit. Et ce produit n'est pas un produit anodin, parce que c'est un produit qui est un petit peu plus difficile à vendre, effectivement, parce que une casserole, vous voyez tout de suite si elle est belle ou utile. Ouais. Un livre, il faut un petit peu feuilleter, un petit peu regarder le contenu pour voir si ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile. Et là, on a
souvent pas du tout affaire, non seulement pas à des libraires, mais de toute façon, il n'y a personne dans le rayon. Donc vous êtes un peu livré à vous-même. Chez un libraire, qu'il sache effectivement ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, ou qu'il ne vous connaisse pas, vous avez toujours une information qui est quand même un peu plus intéressante. Vous avez quelqu'un qui a lu un livre en face de vous, en général, et souvent qui, en plus, annote un petit peu. Moi, j'adore ces libraires qui mettent lu par... Alors, petite parenthèse, moi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est maintenant la place du livre. On parlait dans les grandes surfaces alimentaires. C'est quand même, on se rend compte quand même que le livre est un produit qui résiste terriblement bien, parce que grande surface alimentaire, ils ne mettent pas en rayon ce qui ne marche pas. Non, quand on voit les linéaires maintenant de livres, alors, on peut dire que certes c'est dommageable. Pour le livre, pour les éditeurs, je pense que c'est quand même pas mal aussi d'être présent un peu partout. Après, tout dépend le rapport qu'on a au livre et le besoin de conseils qu'on a. Justement, sur la place du livre dans nos sociétés, encore une fois, quelques chiffres, mais très important. 436 millions de livres vendus en 2015, 79,8% grand format. Grand format, c'est du roman, BD, en passant par les beaux livres et les livres jeunesse. 13,7% de livres de poche et seulement 6,5% de livres numériques. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on avait un petit peu peur que le livre numérique tue le livre papier. Visiblement, ce serait plutôt quelque chose de complémentaire. C'est très utilisé aussi dans les livres un peu professionnels ou pour les étudiants, pour les études de droit, des choses comme ça, plutôt que se balader avec les codes civils et autres. Voilà, vous pouvez avoir ce genre de choses. Donc finalement, pour l'instant, c'est notre côté archaïque. Enfin, on aime le papier. C'est notre côté archaïque. On veut que parce qu'il y a une évolution... Nous tous. Pardon, Marie-Jo, mais comme vous vous opposez... Je suis un peu archaïque parfois. Non, mais on l'est tous parce qu'on a du mal à... On voit d'un seul coup débarquer... Quand on a vu débarquer le livre numérique, on a imaginé que ça allait être cette espèce d'ouragan qui allait tout emporter. Même dans les pays anglo-saxons où il s'est davantage développé qu'en France, on se rend compte qu'il stagne. Donc voilà, je veux dire, là on est archaïque, c'est qu'on a tendance à penser que tout va se disparaître subitement. Non, le livre, à mon avis, le livre papier a encore de très 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 beaux jours devant lui. Je tiens quand même à vous donner des chiffres. 45% des livres vendus à l'heure actuelle, des livres neufs, le sont quand même encore en librairie. Il y a juste sur la place du libraire dans la société, et finalement, par extension, sur la place du livre dans nos sociétés contemporaines, il y a le fait aussi on a le sentiment que les pouvoirs publics, c'est un sujet qui n'intéresse plus. Si on remonte les dernières grandes mesures autour de livres, on est dans les années 80, au début des années 80. La loi Langue. Oui, mais alors voilà, est-ce que encore une fois, ça doit être un secteur de plus qui doit vivre complètement subventionné, voilà. Vous dites, il y a des dispositions qui ont été prises, qui sont quand même encore très solides. Je crois que encore une fois, c'est à nos libraires aussi de sans doute évoluer pour ne pas disparaître. Mais c'est quand même un exercice qui est un petit peu difficile parce que quand vous achetez par exemple vous êtes marchand de t-shirts, vous achetez un t-shirt à 7 €, vous allez pouvoir le vendre à 35 €, 40 €, ce que vous voulez. Quand vous êtes un libraire, vous achetez un livre à 7 €, ça veut dire que vous allez le vendre en gros 10 €. C'est à peu près un tiers, la marge du libraire. Donc c'est pour ça que le chiffre d'affaires est si petit, parce qu'il y a du fonctionnement, il y a des choses qui sont très importantes, et vous avez une marge qui est tellement ridicule que quand vous voyez le stock d'un libraire, quand vous entrez dans une librairie, que vous savez que la plupart des livres qui sont là ont été payés, c'est quand même effrayant. Vous imaginez un petit peu la trésorerie immobilisée. On continue à se plaindre ou on évolue? Parce que cette situation-là, je pense non, mais on est bien obligé d'aider. Et c'est vrai qu'à l'époque où Jack Lang a fait sa loi, c'est vrai que c'était justement pour fixer les années 80. Voilà, 81, la seule année où il y a eu du socialisme en France, je pense. Mais c'est vrai que c'était un moment justement où les grandes surfaces spécialisées étaient en train de mettre le livre en péril parce qu'elles appliquaient des réductions extraordinaires. Vous savez, il y a peu de temps, sur justement les plateformes, on a demandé aux plateformes de ne pas faire la réduction de 5% plus la livraison gratuite. Parce que là, ça n'est pas possible, c'est une concurrence tout à fait déloyale, une concurrence en plus et une remise qui est payée quand même par l'éditeur. C'est presque la fin. Vous avez 40 secondes, mon cher Sébastien, 40 secondes pour répondre à cette question. Dans une société de plus en plus connectée, le libraire va-t-il disparaître? Non, on a longtemps donné l'exemple des États-Unis, pays où la librairie indépendante disparaissait. Eh bien, regardez les derniers chiffres. Après 10 années terrifiantes où les librairies ont fermé les unes après les autres, elles sont en train de reprendre des couleurs. Pourquoi je donne cet exemple américain? Parce qu'effectivement, nous aussi, nous avons énormément, trop sans doute, de librairies qui ferment. Je dis que le livre est encore une valeur excessivement sûre. C'est quand même le premier bien culturel vendu. Malheureusement, désormais, avant la musique qui s'est totalement effondrée. Vous voyez que le livre a encore une place très importante. Le libraire, c'est conseiller, c'est l'homme de la passion, de l'envie, du métier. Mais il lui faut évoluer en utilisant les technologies du temps. 7 à 8 libraires encore, ça je répète. Marie-Jo. On en a vu pratiquement autant fermé depuis quelques années. À peu près 8 librairies ont fermé en quoi 4-5 ans. C'est vraiment impressionnant.
passionnant. Moi, j'espère en tout cas qu'il ne va pas disparaître, le libraire, et il me semble que ça me manquerait énormément. Donc, je vais répondre non à cette question. Le libraire ne va pas disparaître parce que je ne le veux pas. Voilà, bon, c'est vrai que c'est un lieu qui est particulier, c'est un lieu où on voit les livres. Les livres, c'est comme les œuvres d'art, il faut qu'on voit le format, il faut qu'on voit le papier, il faut qu'on sente les encres. C'est quelque chose qui est important. Donc, sur les plateformes numériques, enfin sur la VPC, c'est pas possible de le faire. Dans les lieux spécialisés, là, par contre, c'est vrai que c'est une concurrence qui est un petit peu plus difficile parce que vous avez le contact papier avec le livre, mais il y a aussi cette personne qui est en face de vous et qui a effectivement cette passion-là. Mais vous êtes un peu plus pessimiste que Sébastien ? Non, non, mais je suis inquiète. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débattu autour de cette question, autour du libraire, du livre, au-delà. Merci, évidemment, à très vite pendant le 20h. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, même mieux, même heure, pendant le 20h, évidemment, sur France 3 Corse, via Stella.